vous êtes là. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc me voilà revenu sous cet arbre mythique, le Ginkgo biloba. On va dire que c'est pas vraiment la, la bonne saison pour venir. Vous voyez, c'est la saison des fruits, il y en a partout. Il y en a partout tout autour de l'arbre. Et je vous garantis qu'il ne faut pas marcher dessus. Parce que si le Ginkgo biloba est un arbre qui est, on dit millénaire, qu'on dit immortel. Oh la vache, ces fruits, ouf, on dirait que c'en est, mais c'est la même odeur. Waouh! Alors si vous marchez dedans, vous asseyez dedans, là, vous avez l'impression d'avoir marché dans une merde de chien. Ils sont jolis. Ça, je crois que c'est un truc qu'on va faire aux stagiaires. On va aller faire le test de manger le fruit du ginkgo. Ouf! Oh la vache, c'est une horreur. Bon, si on me dit que c'est bon pour la santé, j'en mangerai, hein. Mais bon, en me pinçant le nez. Les feuilles sont magnifiques. Hop. Alors voici une feuille femelle, ce qu'on appelle une feuille femelle. Et si j'arrive à vous trouver une feuille mâle, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Voilà, ce qu'on appelle une feuille mâle. En fin de compte, c'est tout simplement que pour les Japonais, ça, c'est comme un kimono, un bas de kimono, donc c'est pour les femmes. Et ça, c'est un hakama, donc vous voyez les pantalons, les deux jambes, et donc c'est pour les hommes. Ce qu'on appelle, les Japonais appellent ça les feuilles hommes et les feuilles femmes. Beaucoup de gens ignorent que jusque dans les années 50, voire plus, les femmes en aïkido ne prenaient pas de hakama. Est-ce qu'en tir à l'arc et tout ça aussi, s'il y en avait qui en faisaient, je suis même pas sûr. Voilà, tout simplement parce que le hakama est réservé aux hommes. Alors, vous pouvez pas regarder un site de streaming sans voir un film où vous avez des super-héros féminins. Sur un film, alors j'ai regardé un film sur les assassins, il y avait 3 gars et 3 femmes avec des haches, avec des couteaux, avec des trucs comme ça. C'est le problème, c'est quand elles vont tomber sur des gars dans une vraie bagarre, vous allez voir, ça va voler les pauvres. Hein. Et puis même sur les films sur les Vikings, comme on dit, on n'a pas grand chose en documents sur les Vikings, on a quelques documents faits par les moines chrétiens, donc toujours le même, hein, ils vont dans les monastères, ils brûlent, ils pillent et tout ça, bon, c'était surtout des commerçants. Et on vous montre 2-3 femmes avec des haches, avec des épées et tout ça. Bon, quand c'est des films comme ça, je préfère arrêter tout de suite. Bon. Quand on ne sait pas, ben on s'amuse, hein, c'est marrant. Et quand on aime un petit peu la vérité historique, c'est terminé, quoi. Je sais même pas si les femmes montaient à cheval, quoi. Ouh. Voilà, c'est pas le propos. Donc, voilà, un petit peu fatigué, un petit peu amaigri, là. Je vais faire 2 fois 6 heures de gladiature, là, ce week-end. Avec une petite journée de jeûne pour se reposer et désacidifier. Et puis voilà, j'adore ce soleil. Vous entendez tout le temps que je dis que j'aime pas la chaleur, j'aime pas le soleil, mais j'aime bien le soleil en hiver. Le proverbe dit c'est dans l'obscurité qu'il est bon de croire à la lumière. Mais voilà, moi j'aime bien le soleil en hiver quand il me tape pas sur le ciboulot. Donc j'en profite aussi pour remercier tous les stagiaires. Hein, ça y est, bon, je pense que le stage est complet. J'ai quand même accepté une place de plus aujourd'hui parce que c'était un ancien élève. Voilà, donc si éventuellement on a de la place, on a le grand gymnase, donc pourquoi pas 2-3 de plus. De toute façon, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'arts martiaux ou de techniques de combat où on apprend à vaincre ses peurs et à recevoir des coups en évitant la douleur, voire voilà. Mais bon, donc bienvenue aux stagiaires et aux stagiaires eux, hein, qui se sont inscrites. Et voilà. Donc merci à elles, merci à eux, ça va être quelque chose de très bien.
basé sur la gestion des émotions, la relaxation, la détente, et comment frapper, comment recevoir les frappes, avec un minimum de dégâts, voire pas de dégâts du tout. Donc tout ça, ça s'apprend, et malheureusement on ne l'apprend pas ailleurs. Donc justement, je voulais rebondir sur ces journées de gladiateurs, là. Donc ça doit faire 1, 2, 3e stage que je fais, je crois, avec Brice, et sa troupe Acta. Et les gladiateurs, contrairement à ce qu'on croit, c'est un petit peu comme l'histoire des Vikings, contrairement à ce qu'on croit, ils ne se tuaient pas. Hein. Peut-être que dans sa carrière, le gladiateur devait faire 2-3 combats à mort, in fine, donc... Et encore, c'était des combats à mort où la personne n'était pas forcément tuée. S'ils avaient bien combattu, s'ils étaient restés debout, ils avaient évité de tomber au sol, etc. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que contrairement à ce qu'on voit dans les films, et malheureusement les documentaires qui se disent historiques, quand ils ne sont pas faits par Acta, ils sont très souvent faux. C'est que les gladiateurs, ils étaient dans le même ludus, dans le même coin, ils habitaient ensemble. Leurs femmes mangeaient entre elles, gardaient les mômes entre elles, pendant que les gens s'entraînaient. C'était une familia, c'était un groupe. Hein, donc ils étaient tout le temps ensemble et ils combattaient ensemble entre membres du groupe. Un petit peu comme les familles de catcheurs professionnels américains qu'on voit. Où c'est Johnny avec son beau-frère qui combattent toujours ensemble dans leur caravane ou leur mobil-home, là, ils dorment dedans, ils sont constamment ensemble et puis ils s'échangent les cagoules, voilà. Et puis un jour c'est toi qui es champion du monde de la fédération, l'année prochaine ce sera moi, et puis voilà, donc par contre les gladiateurs étaient très bien payés, je crois que à chaque contrat qu'ils faisaient, ils recevaient une prime à chaque combat, et cette prime équivalait à 1 an de salaire d'un légionnaire. Voilà, donc pour un légionnaire, voilà, c'est le gladiateur qui fait 3 combats par an, il a 3 ans de solde d'un légionnaire romain. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que la gladiature, en fin de compte, ce sont des sportifs professionnels de très très haut niveau qui s'entraînent matin, midi et soir, qui vivent ensemble, d'accord, et surtout qui ne se tuent pas. Hein. C'est vraiment, ça fait partie de l'exception. Et je vous dis, quelqu'un qui a bien combattu, hop, il demande la grâce, et puis c'est bon. Le peuple ou le commanditaire des jeux peut accorder la grâce s'il juge que les gladiateurs se sont bien battus. Alors pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que quand je vois les gens qui font des arts martiaux et qui disent faire des arts martiaux, s'ils faisaient des arts martiaux, il y aurait un mort à chaque combat, ce serait des duels. Voilà. C'est-à-dire des duels où chacun a des bottes secrètes et ne récite pas des katas. Des katas qu'il a appris, hein, comme disait Ripley, les katas ils ont surtout été créés fin 19e, surtout les grandes sessions, je ne parle pas des kyons, hein, des katas avec 2-3 mouvements ou 4-5 mouvements qu'on peut trouver sur des vieux densho, bien que trouver des densho avant le 15e siècle, c'est chaud, hein. C'est le densho chaud. Voilà, bon, mais c'est surtout bon, c'était les Chinois qui passaient dans les villages et puis qui faisaient des démonstrations en mélangeant 4-5 katas. Tiens, ça me rappelle le karaté, ça, hein, quand il est arrivé au Japon, hein, c'était la boxe chinoise, okinawaïenne, ou à l'okinawaïenne, si vous préférez, où les maîtres mélangeaient les 5 premiers katas et hop, ça faisait un kata, quoi. Ou plutôt, il prenait un kata et il coupait en 5 katas plutôt. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faisait du chiffre, il faisait du nombre. Voilà, donc tout ça, ça avait pour but d'arriver à... Si on donne 5-6 coups de poing de suite, c'est simplement pour arriver à engranger ce mouvement, voilà, à le répéter un certain nombre de fois jusqu'à temps qu'il soit compris. Maintenant, quelqu'un 2018 en France, donc à 15 000 km d'Okinawa, s'il apprend à parer des techniques okinawaïennes du 15e siècle, ça veut dire qu'il pense qu'un jour quelqu'un va l'attaquer comme un Chinois du 15e siècle ou un Japonais du 16e siècle. Je ne suis pas sûr. Et désarmé en plus, donc je ne suis pas sûr. Parce que faites un Jodan Ageuke sur une machette ou une hache, qui sont quand même des armes assez populaires en ce moment. Je crois que c'est le bras pété, mais ça je l'ai déjà dit. Donc je suis tombé sur un texte que je voulais vous lire. C'est un chercheur de Berkeley, pardon,
qui s'appelle Bo Lely, qui a écrit On the Warrior's Path, Philosophy, Fighting and Martial Arts Mythology. Donc il a écrit ça en 2003 et il distingue, lui, 5 dimensions dans les arts martiaux. Moi, je dirais 5 dimensions dans ce que l'on appelle en Occident les arts martiaux, déjà. Il dit toujours, il y a toujours une dimension qui prédomine dans un art martial, entre guillemets, particulier. Par exemple, il dit la dimension esthétique, qui prédomine dans les arts de la performance, comme le kung-fu acrobatique. Je pourrais rajouter la capoeira. Capoeira qui a pris des techniques de kung-fu acrobatique, de boxe française, coup de pied circulaire, comme avait fait Bruce Lee, hein, les chassés, les fouettés, les chassés latéraux. Voilà. Une dimension thérapeutique dans les arts internes. Alors, art interne, moi je veux bien, mais il parle du tai chi, on peut parler aussi du systéma. L'usage des armes prédomine dans les arts armés, comme le kendo. Bon, on est toujours dans une voie, hein, on n'est pas dans le kenjutsu là. La dimension martiale de l'autodéfense prédomine dans un art comme le Wing Chun. Alors il dit cette typologie a le mérite de faire apparaître la pluralité des dimensions des arts martiaux, mais elle est critiquable sur plusieurs points. D'une part, on peut se demander s'il s'agit encore d'arts martiaux et si la dimension martiale, à ce moment-là, ne prédomine plus. D'autre part, la distinction entre les arts martiaux d'autodéfense et les arts armés est artificielle, dans la mesure où l'autodéfense implique également l'usage d'armes ou la défense contre des armes. Enfin, l'idée que la dimension sportive est l'une des dimensions essentielles des arts martiaux donne un sens trop large au concept de sport. Et moi je dirais aussi au concept d'arts martiaux. Je veux dire, un art martiaux qui est dans une fédération sportive agréée par le gouvernement, qui reçoit des subventions, avec des compétitions, avec des arbitres, donc protégé par des arbitres, c'est-à-dire vous êtes dans un système où quelqu'un vous attaque. Vous savez qui c'est généralement, vous savez comment il se bat, vous êtes dans sa catégorie, il y a des règles, catégorie d'âge, de poids, et le type il fera pas ce que vous n'attendez pas. C'est-à-dire il ne va pas arriver en vous balançant un bon coup de pied dans les roubignoles, j'en ai vu dans les années 80, quand je faisais les compètes de boxe américaine et de karaté contact, il y a des gens comme ça, ils arrivaient et bam, coup de pied dans les burnes, histoire d'impressionner le gars. Alors qu'il avait un avertissement, mais l'autre en face il avançait plus. Ouais bon, il y a des bourrins, hein. Donc, des moments où il y a du sport, on ne peut pas dire que c'est un art martial. Moi, je ne peux pas concevoir ça. Ensuite, s'il n'y a pas d'armes, déjà, art martial, moi je veux bien. Art martial, c'est l'art militaire. Vous n'avez pas de compétition de torture ou d'exécution sur un poteau, ou de compétition face à face avec 500 personnes et ils se tirent dessus et on compte les morts. Ça n'existe pas, on appelle ça la guerre. Donc, on va dire, dans un art martial, la façon de s'exprimer, c'est la guerre. Les compétitions, c'est pour le sport. Tout simplement. Donc, oui, au XXe siècle, on a désarmé totalement les arts martiaux, et puis on en a fait des sports, mais ça reste des sports, c'est plus des arts martiaux. Après, les arts martiaux, spectacle, hein, il suffit d'aller à Bercy, hein, vous voyez ce que vous voyez. Hein. Même si c'est des beaux katas avec des machins en bois ou des armes qui ne coupent pas, ça reste du spectacle. Après, vous avez du sport, spectacle. Après, vous avez l'espèce de sport que je ne critique pas dans leur forme. Hein. Chez nous, c'est encore bien, on va dire. Mais vous allez en Thaïlande, la Pattaya, autour des bordels, vous avez des bars avec des rings, et les gens y parient, quoi. C'est fait pour les paris. Qu'on fasse des chiens de combat, des combats de poissons, des combats de coqs, des combats de gamins ou des combats d'hommes, voire des combats de femmes parfois, sur un autre ring. Et là, c'est pour les parieurs. Alors, est-ce qu'on peut parler d'art martial? Est-ce qu'on peut parler de sport? Là, malheureusement, c'est que pour les paris, quoi. C'est du spectacle, si vous voulez, mais c'est surtout pour les parieurs. Je ne dis pas que c'est pas efficace. Est-ce qu'on peut appeler ça art martial? Est-ce que sur un ring, ce qui se passe sur un ring, vous pouvez le faire dans la rue contre 4 personnes armées? Je ne suis pas certain. Toujours pas d'arbitre, pas de gants, pas de protection.
Donc vous imaginez le gars qui est sur le ring avec les protège-dents bien échauffés, la coquille, et puis qui se frite avec des protections, avec les mains bandées et tout, et puis dans la rue il y a 4 mecs qui lui arrivent, là le gars il est pas chaud, il n'a pas de protection, il n'a pas de coquille, il n'a pas de protège-dents, les types sont armés, ça se passe dans des escaliers, il n'y a pas d'arbitre pour dire attendez, attendez, le protège-dents est tombé ou la coquille est mal mise, ouais, c'est que ça n'a rien à voir quoi. Donc l'aspect thérapeutique, eh ben, vous l'avez dans le Kalaripayat. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire quand vous voyez le Kalaripayat, c'est que vous avez l'aspect très spectaculaire, même si c'est pas un spectacle, c'est très spectaculaire. Ça se fait avec des armes. Il se blesse parfois, surtout avec les fouets métalliques. Donc c'est pas n'importe qui fait ça. Vous avez un aspect thérapeutique avec les massages, avec la préparation des huiles. Vous avez une pratique de la méditation aussi. Je trouve ça très bien, comme le Shorinji, pratique de la méditation, travailler avec armes. Armes d'Okinawa, certainement. Mais bon. C'est pour ça quand on parle d'arts martiaux, il y a ce que les orientaux nous ont exporté. Par exemple, là dernièrement sur un livre, j'ai vu ils avaient exporté le silat sous le nom de Penchak Silat un petit peu en Occident pour faire connaître le pays, etc. Et comme Kano disait dans les années 1870, 80, qu'il fallait exporter le judo de façon à ce que l'Europe qui était en pleine orientalisme, voire japonisme, tous les Européens, tous les pratiquants de judo feraient la promotion du Japon. Et comme il y a eu avec le taekwondo, les Jeux Olympiques à Los Angeles, la grande démonstration de taekwondo, 4 ans après c'était à Séoul, et taekwondo. Voilà, tout le monde en parlait. Après il y a eu handbak, ensuite il y a eu, avant il y avait eu Only the Strong pour la capoeira. Alors handbak, je ne sais pas ce que ça a développé, peut-être de la boxe thaï, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc en fin de compte, oui, tout à fait. Là, on est dans une espèce de sport national, politico, commercial. Voilà, c'est fait pour. Voilà, comme je disais, taekwondo, ça avait été. C'est pas moi qui le disais, c'était les journalistes à l'époque, a été promotionné pour vendre les voitures coréennes, les frigos, là, les Daewoo, quelque chose comme ça. Toute l'électronique coréenne. Mais voilà, ça a été sportivisé, rendu comme un spectacle avec des troupes professionnelles qui faisaient toute l'Europe, comme pour la capoeira, comme pour le hip-hop, comme pour le Shaolin. Bon, il suffit de raser le crâne des bonhommes et leur mettre une toge. Et puis les voilà en train de faire un petit peu de Wing Chun, non pas de Wing Chun, du théâtre du cirque de Pékin, quoi. Est-ce que c'est un art martial? Bon, le grand avantage des sportifs, c'est qu'ils s'entraînent vraiment comme des bêtes. Par exemple, pour le boxeur ou le mec de boxe thaï qui veut vraiment monter, le type, il s'entraîne. Je dis le type, nous on a une vice-championne d'Europe à Sainte maintenant, depuis ce week-end. Et le boxe thaï. Et puis en fin de compte, voilà, c'est des sportifs qui s'entraînent, qui courent tous les jours, qui font des runs, qui font des assouplissements. Alors, évidemment, ça leur permettra de pouvoir sauver leur vie, comme je disais. S'il y a 4 mecs avec un couteau, ils vont pouvoir partir en courant, ils vont pouvoir sauver leur vie. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'ils vont combattre. Il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Comme que dans les films où on voit des pépettes donner un coup de poing à 3 bonhommes et puis les mecs ils tombent par terre, quoi. C'est quand même ceux qui vendent ce genre de fables, ça risque de leur faire tout drôle. À moins que le mec soit un homme vagin d'1m40, 45 kg et que la nénette fasse 1m80, à moustache, les cheveux bleus, tatoués avec du piercing partout, qui sortent d'une manifestation féministe, quoi. Je veux dire, je vois pas, ou LGBT, je vois pas comment ce serait possible. Voilà, donc pour moi, vous savez, l'art martial, je prends l'exemple du système arbre, c'est des techniques que l'on pratique avec des manches de pioche,
quand on travaille de concentration, de roulade au sol. Ça c'est dans le style Kadoshnikov, il y a beaucoup de travail. On le fait avec des manches de pioche, mais ça peut se faire avec des kalachnikovs, ça peut se faire avec n'importe quoi à la main. Parce que à la base c'est militaire. Un art martial qui à la base n'est pas militaire, ça ne sert pas à grand chose. Par exemple, je prends la boxe thaï, qui est un sport que j'aime bien, mais je ne vois pas deux armées de boxeurs face à face en train de se taper dessus sur un champ de bataille en espérant faire des morts. Ça n'a pas de sens. La boxe anglaise, la boxe française, tout ça, je ne les vois pas, les vois pas sur un champ de bataille, quoi. Les gens, ils ont au moins un couteau, au moins un sabre sur eux, au moins un fusil, un pistolet, un revolver. Ils vont à la guerre, quoi, je veux dire. Ils vont à la guerre et ils ont appris à tuer. Et ils ont appris à tuer, ils ont appris à faire un art martial. Voilà, donc voilà, je voulais vous parler de ces dimensions-là. Je veux dire, différentes dimensions que l'on voit qui prédominent dans les arts martiaux, mais moi je vois que c'est surtout du spectacle. Je dirais même parfois de la photographie, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'être hyper bodybuildé pour faire des katas de karaté quand on voit les Okinawaïens, à part Yoongi Choi, là, Oyama, le coréen, qui faisait beaucoup de muscu et qui faisait des techniques de boxe dans son karaté. Je connais pas beaucoup de gens qui ont envie d'être bodybuildés pour faire des katas, des machins comme ça. Même s'ils s'entraînent parfois avec des poids, le but n'est pas de ressembler à Van Damme, quoi. Van Damme, c'est un compromis entre Bruce Lee et Schwarzenegger, hein, mais voilà, c'est très bien. C'est très bien, mais c'est pour le cinéma. Vous n'avez pas besoin d'être hyper bodybuildé pour arriver à être efficace en combat. Je dirais même que quelqu'un qui est très bodybuildé, comme je vous ai dit que j'avais pris une dizaine de kilos, j'ai vu la différence. Quand j'ai combattu les ligatures, quand j'ai fait les tractions, quand je cours, quand je monte les escaliers, je vous assure que les poids en plus, je les sens. Donc j'imagine un type qui fait 1m70, 90 kg, quoi. Même si c'est du muscle, c'est pas que dans les jambes pour partir courir, hein. Et même si c'est dans les jambes, il va falloir qu'il passe par-dessus le grillage, il va falloir y trimballer les jambes, hein. Donc c'est un petit peu comme le crossfit qui sert à faire du crossfit, le bodybuilding sert à faire du bodybuilding. Et je pense pas que ce soit vraiment un avantage. On me l'a toujours dit, hein, j'avais écrit à Karolevich, là, qui était champion du monde, je crois qu'il était Monsieur Univers aussi, à l'époque de Schwarzy, là. Dans les années 80, il m'avait dit si tu veux prendre du volume, il faut que tu arrêtes de faire de la boxe américaine et du karaté. Parce que sinon, tu ne pourras jamais, il faut que tu te consacres qu'aux haltères. Mais moi, ce que j'aime, c'est le défi envers soi-même, c'est d'avoir constamment quelque chose de lourd entre les pattes, voilà, un défi quotidien à faire. Et on s'aperçoit avec les recherches que ça empêche la sarcopénie, que ça empêche l'ostéoporose, quoi. Et une fois qu'on est âgé, et qu'on peut faire du muscle à tout âge, il suffit de bien comprendre. Donc j'ai dit que je le ferai, j'expliquerai comment j'ai fait, j'étais le premier surpris, hein, mais j'expliquerai comment j'ai fait pour gagner autant de poids en si peu de temps. Alors évidemment, c'est pas du muscle sec, tous ceux qui diraient ça seraient bourrés d'androlone et autres hormones de croissance, anabolisants, clenbutérol et compagnie pour rester sec. Donc prendre un catabolisant pour brûler le gras et prendre un anabolisant pour garder le muscle, quoi. Non, non. Ça, je peux passer 3 jours avec des maux de tête, des blessures, etc. Bon, je ne vous montre pas, mais voilà, et sans prendre une aspirine, quoi. Donc, le corps, il a mal, il faut lui laisser comprendre ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il a à faire, là où il a à le faire. Ok, donc un grand merci pour les stagiaires. Et puis entraînement comme on a dit, on se retrouve à 10h30 au gymnase. Voilà, on verra, on va peut-être commencer dehors, on va peut-être faire un peu de concentration, de marche, je ne sais pas encore comment on va faire ça le matin, c'est surtout l'entrée en matière
qui va être longue, parce qu'après, une fois qu'on a compris le principe qu'il faut travailler sur la détente, la relaxation, la connexion, voilà, on est bien décontracté, on se sent bien, on est relâché, et puis là on peut travailler pendant 6 heures ou 7 heures d'affilée. Ok, donc à très bientôt.